Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, pas de pagne dans les écoles demain vendredi. Le gouvernement reste très strict là-dessus. Le 8 mars, c'est la journée dédiée aux femmes du monde entier. L'occasion pour la ministre du Genre de dire qu'il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard de la femme congolaise. Pas de pagne signifie notamment rareté de clients sur les marchés de Kinshasa. Nos mamans et nos sœurs vont se contenter des anciens superworks qui fait l'affaire des hommes, qui font un peu plus d'économie, mais pas l'affaire des commerçants qui pensaient réaliser des bénéfices en cette période, même si elle a cité la mesure du gouvernement est vivement encouragée. Et puis le vice-premier ministre, ministre du budget, témoin de la colère des assistants. Ces derniers ont fait le pied de grue devant son bureau pour crier à l'injustice. Les assistants de l'université de Kinshasa réclament le paiement des primes et autres avantages. Et cette lutte permanente contre une maladie tenace, le paludisme, continue à faire des victimes. Les partenaires proposent une nouvelle stratégie, sensibiliser les élèves de la RDC à titre préventif pour plus d'efficacité. Vous êtes très nombreux à nous suivre à l'université de Kinshasa, à Makala et à Bandolungwa. Bienvenue à tous. Le 8 mars, c'est demain vendredi, une date, une signification, un symbole autour de la femme que le monde rend hommage. La ministre du Genre en a fait autant et de manière tout à fait officielle. Le thème national cette année est une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard de la femme. Je vous convie à suivre cet extrait du message de Geneviève Inagossi, ministre du Genre, un extrait choisi par Nadine Laing. Entier commémore la Journée internationale de la femme. Placée cette année sous le thème international « La promesse est une promesse, il est temps de mettre fin aux violences à l'égard des femmes », cette journée est célébrée en République démocratique du Congo sous le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en République démocratique du Congo ». Je rends hommage aux femmes congolaises car malgré les souffrances et les violences souvent endurées, ne cessent de s'impliquer dans la construction d'une paix durable. Ce sont elles qui ont maintenu des familles unies, même au sein des camps de déplacés, malgré la furie des envahisseurs. J'invite ainsi toutes ces femmes, à l'occasion de l'édition 2013 de la Journée internationale de la femme, à réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail, et sur les stratégies de leur amélioration. J'encourage dès lors l'organisation sur toute l'étendue du territoire national, tant dans les milieux universitaires, scolaires que culturels, tant dans les milieux urbains que ruraux, tant dans les entreprises qu'au sein de diverses corporations professionnelles, tant dans les regroupements politiques qu'au sein des organisations de la société civile, des séances d'éducation, d'échange et de sensibilisation par les pairs, des actions de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités de tutelle,
Des activités de renforcement du pouvoir économique et des capacités des femmes et de la jeune fille, des séminaires et des formations sur les droits des femmes et surtout des actions de solidarité en faveur des femmes victimes de guerres et d'autres formes de violence. Le 8 mars de chaque année, les marchés congolais grouillent d'habitude de monde, un monde essentiellement féminin. Cette année, c'est tout le contraire. Le mot d'ordre du gouvernement interdisant les manifestations festives autour du 8 mars a eu un impact négatif sur la vente des pagnes. En temps normal, à la veille de la célébration de la journée de la femme, elles sont nombreuses à se ruer sur les super soso et les wax hollandais. Aujourd'hui, l'ambiance est maussade. Les pagnes traînent sur les étalages et cherchent encore et toujours une ou deux clientes. Constat au marché central avec Nadine Lang, Serge Koueté, Dieu merci Sweka. Comparativement à l'année dernière, c'est sans festivité officielle que les femmes congolaises vont célébrer la journée du 8 mars. Les pagnes sont là, exposées et personne ne fait attention. Les clients se font rares. Cette situation est dénoncée par les commerçants qui s'attendaient à faire de bonnes affaires pendant ce mois dédié à la femme. Malgré la baisse de prix des pagnes de 25 $ à 15 $, il n'y a toujours pas l'engouement habituel, déplorent ces vendeuses. En tout cas, au marché, par rapport à l'année passée, année où il est Bandaka ministre, Badibongo, Malamoko, freinage et Kotaki na fan, si les bons côté qui ça. Père de Makasi, na bandeli te teka kineti oyo, ezaki 20 $. Oyo ezaki 20 $. Après ba dépositer ata ba monaki ezoteka malisute tokitisa on a 15 $. Malgré tokitisi na 15 $, toteka pe. Dans certains magasins, quelques rares clients sont à peine visibles. Les achats sont timides et le climat est morose. Une déception pour ces commerçants qui avaient même déjà imprimé des grands lots de pagnes avec espoir de les écouler pendant tout le mois de mars, un rendez-vous donc manqué. En tout état de cause, la journée sera célébrée dans la méditation et à la place des orgies, le gouvernement annonce des conférences et des campagnes de sensibilisation sur la situation de la femme en RDC. Le 8 mars, dans nos quartiers, nos reporters ont fait le tour. Les personnes interrogées soutiennent l'idée du gouvernement qui a choisi d'inviter les différentes structures à organiser les journées de réflexion et des conférences en faveur de la situation de la femme congolaise. D'autres, plus réalistes, affirment que la journée du 8 mars est une journée comme les autres. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel informe aux directeurs des écoles, aux enseignants et aux parents et élèves qu'il est interdit formellement aux élèves de porter les pagnes le vendredi 8 mars dans les écoles. Cette mesure doit être de stricte application, dit le communiqué. La fête du 8 mars ne concerne pas les délégués au pourparlers de Kampala. Là-bas, les discussions ne portent pas sur la femme, mais plutôt sur l'avenir du pays. Quelle sera l'issue de ce dialogue entre rebelles du M23 et le gouvernement de Kinshasa? On ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. 3 mois après le début des pourparlers, le bout du tunnel reste très très loin, surtout avec la signature il y a peu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Commentaire de la rédaction avec Oscar Wakandoa. À quand la fin des négociations engagées entre le gouvernement et le M23? C'est la question que tout le monde se pose au regard de l'élasticité du dialogue entre la délégation de Kinshasa et celle du M23 à Kampala, la capitale ougandaise. D'autres personnes au sein de la classe politique, voire de la société civile, ont carrément appelé à l'arrêt immédiat de ces pourparlers. Mais visiblement, ce sont des contraintes extérieures qui ont exercé une forte pression sur les conciliabules. Il s'agit principalement du rapport sur la situation sécuritaire en RDC, présenté par le secrétaire général de l'ONU devant le Conseil de sécurité, ainsi que l'accord cadre d'Addis Abeba signé au mois de février 2013 dans la capitale éthiopienne par 11 chefs d'État. Les deux documents, en effet, définissent les mécanismes pouvant aider à mettre un terme, et ce, définitivement, à l'insécurité récurrente dans l'est de la RDC, avec cette fois-ci singulièrement l'entrée en danse d'une brigade spéciale d'intervention, doublée de moyens sophistiqués, dont les drones, pour imposer la paix en traquant les groupes dits négatifs, dont principalement le M23. Devant la menace, le M23 s'est divisé vraisemblablement après une analyse à l'interne. D'un côté, l'aile Makenga, favorable à un accord de paix avec Kinshasa, et de l'autre, Runiga et Boscontaganda, hostile à toute intégration au sein des institutions.
Pour ce dernier groupe qui s'est retranché à Kibumba, le choix de la radicalisation est largement influencé par les poursuites judiciaires internationales à l'endroit du général déchu Bosco Ntaganda, qui n'a d'autre issue que de se rasseoir pour vivre désormais en clandestinité dans les massifs montagneux du Kivu, partant se mettre à l'abri de la CPI. Makenga Sultani, qui lui n'est pas poursuivi par une justice quelconque, estime qu'il faut lire et vite les signes de temps. Ce réalisme a poussé Kinshasa pour sa part à envisager un accord avec ce groupe pour avancer et surtout mettre fin aux discussions devenues très coûteuses pour le trésor public. Cette ouverture va permettre une avancée certaine dans le cadre de l'application de l'accord cadre. Ce serait incommode d'un côté de poursuivre les négociations en Ouganda et de l'autre les consultations à Kinshasa. Par ailleurs, la meilleure façon d'avancer, c'est aussi d'envisager les mécanismes de suivi qui permettraient à chaque partie de tenir à ses engagements. Parce qu'au finish, le front intérieur devra être renforcé pour ôter tout prétexte à la communauté internationale qui, en cas de nouvel échec, peut pérenniser la mise sous tutelle. La République démocratique du Congo va-t-elle devenir un modèle en matière des finances publiques et de gestion monétaire? Peut-être, si l'on s'en tient à toute la joie exprimée par Kinshasa dans ce domaine. Même la Banque centrale du Congo se voit emportée par cet élan d'autosatisfaction. Elle a présenté la 5e édition du rapport sur la politique monétaire de l'année 2012. Le bilan est largement satisfaisant selon les responsables de la banque. L'année 2012 a été une année de tous les records, a fait savoir le président du comité de politique monétaire, Anita Luamboa Patielma. Dans une économie mondiale marquée par le recul des activités économiques et l'austérité budgétaire, la RDC a tiré son épingle de jeu. Cette 5e édition du rapport sur la politique monétaire 2012 présente des réponses de la Banque centrale du Congo à travers son cadre opérationnel au développement de la conjoncture et aux chocs qui affectent les prix, à la consommation ainsi qu'au taux d'échange. Il procède également à l'évaluation des résultats obtenus à travers l'action de la politique monétaire. En ce qui concerne la mise en œuvre de la politique monétaire 2012, Jean-Claude Massangou est plus que satisfait. À travers 4 points que c'est l'année de tous les records. En premier lieu, la performance réalisée en matière d'objectif principal de la politique monétaire. Il s'agit du niveau historiquement bas du taux d'inflation annuel, soit 2,72%. C'est l'amélioration du niveau des réserves de change, lequel est passé de 1,272 milliard en 2011 à 1,634 milliard à fin 2012. Pour KMB Wakayembe, directeur général en charge de politique monétaire, plusieurs réalisations sont à l'actif de l'année 2012, notamment la maîtrise de l'inflation. Quand nous retirions les liquidités, c'était également pour compenser les injections de liquidités que nous étions en train de faire par des achats de devises. Donc, nous achetions des devises déjà. Donc, et nous avons réussi à injecter les billets à partir de juillet. Et pour le reste du temps, Banque centrale, étant donné que les trésors étaient en excédent, nous étions en train de profiter de cette accalmie détente pour conforter les niveaux de réserve. Pour l'année 2013, la Banque centrale du Congo recommande de maintenir la flexibilité au niveau des billets de trésorerie. Le bureau du vice-premier ministre et ministre du budget envahi par les professeurs assistants rouges de colère. Ces assistants de l'université de Kinshasa réclament leurs primes de base et autres avantages non perçus. Ces derniers ont fait un sit-in ce jeudi devant le bâtiment qui abrite la vice-primature du budget. Carmel, Placide Kanza et Patia Louma, nos reporters, étaient quelque peu mêlés à la foule. Ces groupes n'est pas en liesse, c'est plutôt une manifestation de colère des assistants d'université nommés il y a une année. Ils ne réclament que leur nomination soit prise en compte et qu'ils bénéficient de tous les avantages comme tout le corps professionnel. Demandons dans un état de droit comment quelqu'un peut travailler, un fonctionnaire de l'État, pendant une année et demie sans être rémunéré. Nous avons fait les démarches à notre ministère de l'ESU. Ils ont transmis les dossiers au budget parce que c'est le budget qui cherche un crédit pour payer les fonctionnaires. Le ministère du budget a tergiversé depuis l'année passée, depuis le mois de septembre de l'année passée. Il y a des correspondances qui sont à notre possession, mais ils ne veulent pas toujours réagir. Au gouvernement, les manifestants proposent la voie à suivre pour résoudre ce problème qui, selon eux, a 3 dimensions. Nous avons d'abord 3 problèmes. Le premier problème est que nous ne sommes pas encore mécanisés, on ne touche pas notre prime institutionnelle.
Nous savons les matricules que nous voyons, mais nous ne touchons rien comme salaire. Deuxième problème, nous n'avons pas de base, qui est la prime de l'État. Nous n'avons pas de base en tant que fonctionnaire de l'État. Troisième problème est que nous voulons savoir, depuis que nous avons été nommés, nous ne sommes pas payés. Est-ce qu'ils pourront payer tous les arriérés de mois passés ces mois ici? Parce que le premier budget vient de passer, nous sommes maintenant au mois de mars. Pour y parvenir, l'échantillon des assistants de l'UNIKIN formule des recommandations au vice-premier ministre et ministre du budget. La recommandation, c'est que nous formulons à l'autorité des tutelles, c'est de prendre en considération nos revendications parce que nous avons agi de manière administrative. Le dossier est encore, je pense, sur sa table parce que depuis la semaine passée que nous avons déposé, nous voyons, nous demandons, nous sollicitons son implication personnelle afin que nous soyons couverts de nos droits. Il revient au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent en vue de trouver une solution durable à cette tension sociale qui naît à son début. On quitte la capitale pour la province orientale, à Bunia. Plus précisément, les opérateurs économiques ont conféré avec le ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, qui séjourne depuis quelques jours dans la province. Et il est en tournée d'inspection des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. On va maintenant retrouver Élisée Bilonda, notre envoyée spéciale sur place, jointe tout à l'heure au téléphone par Oscar Bakandoa. C'est une première rencontre qui réunit autour d'une même table Fridolin Kaswechi Moussoka, ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructure, Travaux Publics et Reconstruction, Kibembe Mazunga, conseiller principal du chef de l'État au Collège d'Aménagement du Territoire et Infrastructure, Maurice Etanga, secrétaire exécutif du Bureau de coordination du programme sino-congolais, ainsi que les directeurs généraux de l'Office de route, du Fonds national d'entretien routier et de l'Office de voirie et freinage avec les opérateurs économiques membres de la FEC du district de l'Ituri à Bunia. Au centre des échanges, l'état actuel de la route nationale numéro 27 de Bunia-Mahagi, un axe d'importance capitale pour le pays, ce qu'on peut appeler cordon ombilical qui relie la province orientale à d'autres pays. Les opérateurs économiques ont soulevé de manière franche, ainsi qu'en toute responsabilité, au ministre de tutelle pour voir comment l'Office de route et le Fonds national d'entretien routier peuvent déployer des gros efforts pour que cet axe reste en état de praticabilité permanente afin de faciliter les échanges commerciaux. Herman Moutima, directeur général de l'Office de route, a rassuré la FEC qu'il existe déjà un schéma d'aménagement progressif de la RN27 axe Bunia-Mahagi. Et ceci nécessite une collaboration franche avec les opérateurs économiques, partenaires privilégiés du gouvernement, car leur paiement de taxes contribue à la réhabilitation des infrastructures routières. Le FONER a, à travers son directeur général, Fulgence Lamaros-Lebota, invité la FEC du district de l'Ituri au respect de la protection du patrimoine routier pour éviter les effondrements à répétition des ponts. D'ailleurs, dans le cadre du projet ProRoute, 9 ponts seront remplacés en province orientale. En résumé, un seul message est à retenir pendant cette réunion, la volonté et la détermination du chef de l'État Joseph Kabila Kabange à travers le gouvernement de voir la voirie de Bunia asphaltée ainsi que toutes les routes de la province orientale être en bon état pour faciliter le développement et l'émergence de cette province. Fridolin Kaswechi Moussoka et sa délégation l'ont bien rassuré aux opérateurs économiques de la FEC du district de l'Ituri. Parmi les recommandations sorties de ces assises, la création d'un cadre de concertation permanent qui sera établi avec la FEC pour trouver des solutions adéquates à leurs préoccupations. Depuis Bunia, Élisée Bilonda Kassunga pour Télé 7. De l'eau pour tous, la Régie des eaux version Sénégal, la Sénégalaise des eaux, vient épauler notre structure de distribution d'eau afin de desservir en eau potable Matadi, Kinshasa et Lubumbashi. Le contrat qui scelle l'union entre ces deux sociétés a été rendu public ce jeudi par la ministre du portefeuille. C'était au cours d'un atelier de mise en route du contrat de service FENA Gestion Régie des eaux, dont la clôture des travaux a eu lieu à l'hôtel Venus Bijumbuyi. Evelyne Chibola. La Régie des eaux et la Sénégalaise des eaux volent en juste noces pour le bonheur du peuple congolais. Le contrat de service signé par la FENA Gestion et le COPIREP permet aux parties contractantes de travailler pendant 3 mois pour le redressement effectif de la Régie des eaux. Au nom du gouvernement, Louise Munga, ministre du portefeuille, rassure que depuis le mois de novembre 2012, l'État, qui n'assumait pas sa responsabilité en tant que client de la Régie des eaux, a commencé à payer ses factures
de façon à permettre à la Régie des eaux d'accomplir sa mission. Côté Régie des eaux, c'est la satisfaction. Après plusieurs mois de disette, l'entreprise qui devrait sans nul doute renaître de ses cendres a désormais des ressources nécessaires pour servir la population congolaise. Le représentant de l'entreprise sénégalaise, sélectionné par la Banque mondiale après appel d'offres, promet. Il s'agit assurément d'un grand jour, car devant marquer le début d'une ère nouvelle pour la Régie des eaux, que nous allons accompagner avec l'apport de notre expertise pour ouvrir ensemble de nombreux chantiers avec la forte ambition de bien placer les clients au cœur des préoccupations d'une entreprise résolument engagée sur la voie du progrès. Au terme de ce contrat, les experts de l'entreprise sénégalaise vont accompagner la Régie des eaux dans ses efforts de redressement, notamment dans la planification, la trésorerie et surtout la distribution de l'eau potable dans les 3 villes couvertes par le projet d'alimentation en eau potable PMU, financé par la Banque mondiale. Il s'agit de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Homme de terrain, le ministre de la Santé entend vérifier le mode de fabrication des produits pharmaceutiques. Son souhait, mener un combat contre les faux produits. Est-ce que les usines pharmaceutiques respectent les normes requises? En tout cas, la première usine dans la ligne de mire du ministre de la Santé, c'est New Sazemax. Les détails avec Rosa Wazi. Le gouvernement s'engage dans la lutte contre le faux produits pharmaceutiques qui gagnent de plus en plus le marché à Kinshasa en particulier et à l'intérieur du pays en général. Cette visite au laboratoire pharmaceutique New Sazemax du ministre de la Santé est la preuve de cet engagement. Félix Kabange est venu se rendre compte de conditions de fabrication de produits pharmaceutiques. J'espère qu'ils respectent les dosages nécessaires. Je pense que le deuxième volet qui suivra, ce sera sur le contrôle de qualité. Mais en ce qui concerne ce que j'ai vu, je suis personnellement satisfait et je les encourage à continuer sur la même lancée. Le produit pharmaceutique reste un défi majeur à relever parmi tant d'autres dans le secteur de la santé, reconnaît le ministre de la Santé. Il promet par ailleurs d'assainir les industries de fabrication de produits pharmaceutiques en RDC. On reste dans le monde de la santé, le paludisme, on en parle également dans les écoles. La lutte en milieu scolaire préoccupe les spécialistes. Une campagne a justement été lancée à titre préventif pour sensibiliser les élèves. C'est l'œuvre de l'UNICEF et Sanofi Aventis. La campagne a été lancée depuis ce jeudi. Premier institut scolaire choisi, le collège Lisanga. Rosa Wazi, Dieu merci ce cas. Comment lutter contre le paludisme dans les milieux scolaires, c'est tout le sens de cette campagne de sensibilisation. Une occasion pour les élèves non seulement d'apprendre le problème, mais aussi de disposer de solutions contre cette maladie. La représentante de Sanofi Aventis est plus explicite. Nous sommes convaincus que par la sensibilisation des écoliers, cela permettra de relayer les messages dans les familles d'abord, et aussi dans les communautés. Et n'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et que cela signe notre engagement pour le futur. Le directeur du collège Lisanga se félicite pour sa part de cette opération. Nous pensons l'utiliser à bon escient dans l'espoir que le taux qu'on a évoqué tout à l'heure de mortalité due au paludisme puisse diminuer. Les élèves semblent bien connaître cette maladie. C'est une grave maladie qui se propage chez tous les gens. Ça se transmet par une moustique qui s'appelle anophèle. C'est une très grave maladie qui peut tuer des gens. La malaria, c'est une maladie très grave, contagieuse et qui tue. Si tu as la malaria, ça peut te tuer, on peut le guérir, mais la malaria est dangereuse. Que faire pour prévenir cette maladie? À chacun sa réponse. Il y a la moustiquaire, il y a aussi l'insecticide, il y a aussi éviter la santé, dans sur la moustiquaire, toujours mettre la bombe aérosol dans la maison, balayer les saletés, brûler les pneus, couvrir les flaques d'eau. Des deux
pédagogiquement illustrée sera mise à la disposition de ces élèves pour la bonne compréhension et pour leur permettre d'apprendre quelques pratiques de règles pour lutter contre le paludisme. Et la campagne va s'étendre dans d'autres écoles de la capitale. Le registre des écoles associées à l'UNESCO vient d'accueillir un nouveau membre, Saint-Modeste, une jeune école qui fait déjà parler d'elle. La cérémonie marquant la remise du certificat d'adhésion à cette institution d'enseignement primaire ou secondaire a eu lieu jeudi. C'est le ministre de l'EPSP en personne qui s'est chargé de le remettre. La cérémonie a eu lieu dans la partie est de la capitale, plus précisément à Njili, où se situe cet établissement scolaire. Bijouboui, Cédric Idingou. Ce geste petit mais très significatif vient de sceller l'avenir du collège Saint-Modeste. Désormais, il fait partie du système des écoles associées de l'UNESCO. Aujourd'hui, à travers cette adhésion, c'est toute une communauté qui peut se dire fière et honorée. Ce partenariat que vient de tisser le collège Saint-Modeste avec l'UNESCO permettra à cette formation scolaire de répondre de manière efficiente et rationnelle aux besoins des élèves en matière d'éducation, surtout pour la population d'Onsele. La création de ces collèges procède de notre souci de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays en général et dans cette contrée urbano-rurale en particulier. En sollicitant votre partenariat, notre alma mater entend capitaliser toutes les opportunités pour se hisser au niveau du standard national et international de scolarité. Avec un tel idéal, Saint-Modeste ne peut qu'être bien accueilli dans la grande famille des écoles associées à l'UNESCO qui, au fil des ans, se caractérise par une éducation de qualité. Convaincu de la nécessité constante d'édifier la paix dans l'esprit des êtres humains, les premiers responsables de l'UNESCO ont créé les écoles associées de l'UNESCO en vue de traduire les idéaux de l'organisation dans les actes, en valorisant à l'échelle mondiale des pratiques et des méthodes pédagogiques novatrices et efficaces. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'EPSP et président national du Comité national pour l'UNESCO ne manque pas de souligner l'importance de l'événement. Cette cérémonie, quoique modeste, au collège Saint-Modeste, revêt d'une importance capitale, dans la mesure où elle va au-delà d'une simple adhésion. Elle concrétise l'engagement du personnel du collège Saint-Modeste à contribuer à la promotion de la qualité de l'éducation et à préparer les jeunes et les enfants à acquérir les compétences nécessaires à leur épanouissement. L'éducation étant le premier besoin du peuple, le collège Saint-Modeste, pour concrétiser son objectif, prend en charge les orphelins et les enfants en situation familiale précaire afin de leur accorder les mêmes chances de scolarisation que les autres. C'est dans cette ambiance festive que Saint-Modeste fait son entrée dans le club fermé des écoles associées à l'UNESCO. Rendons-nous au Kasaï occidental. L'épouse du chef de l'État était à Chikapa pour inaugurer l'Institut technique industriel et professionnel qui porte son nom. Elle a été reçue par l'exécutif provincial ainsi que les autorités coutumières de cette contrée. Anita Luambois. Comment lutter contre le paludisme ? La modernisation n'est pas seulement l'apanage des grandes agglomérations du pays. Toutes les entités reculées aspirent au développement à l'image de la ville de Chikapa, qui s'est enrichie d'un institut technique, industriel et professionnel dans la commune de Dibumba 1. Une école ultramoderne avec une capacité d'accueil aux normes pédagogiques qui comprend 3 blocs de 8 classes, une infirmerie, un bloc administratif dont une salle des professeurs et une salle de surveillance, ajouté à cela 2 blocs sanitaires, plus 2 grands hangars techniques. Une fierté pour l'épouse du chef de l'État qui a procédé personnellement à l'inauguration officielle du dit bâtiment. Dans son adresse, Marie-Olive Lembe-Kabila a affirmé que cette nouvelle acquisition va permettre de former des techniciens en électronique, en construction, en mécanique et en électricité en vue d'assurer la jeunesse de demain. Bobatela eloko oyo malamu. Bobatela œuvre oyo malamu. Ba responsable oyo bakozala na clé ya ko diriger
bana na biso pona ko diriger eloko oyo. Prenez-en soin comme de bons pères de famille. Pour sa part, le ministre de tutelle, Maker Mwangou, s'est félicité de la détermination de la première dame de la République qui fait de l'éducation son cheval de bataille. La cérémonie a été sanctionnée par la visite des différents bâtiments de l'Institut technique, industriel et professionnel, une première pour la ville de Chikapa. On va lire ce communiqué qui nous vient de l'Université de Kinshasa. La faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UNIKIN organise du 8 au 9 mars 2013 des journées de réflexion sur le thème nationalisme, nation et intégrité de l'État congolais. Les propositions de communication attendues peuvent s'inscrire dans les sous-thèmes ci-après: nationalisme et formation d'une armée républicaine, nationalisme et intégration de l'économie nationale, nationalisme et résistance populaire, nationalisme et formation du sentiment national, nationalisme et migration interne, pour ne citer que ces thèmes. La Société nationale de la Croix-Rouge est depuis lundi en Assemblée générale élective. Ces assises de 3 jours ont pour objectif d'évaluer les activités du mouvement au cours de ces 6 dernières années et éventuellement élire le nouveau comité de gestion devant conduire la société pour le prochain mandat. Les travaux se tiennent au centre Thérésanum à Kintambo, Bijouboui. Dieu merci, Sweka. 6 ans après la dernière rencontre, les membres et volontaires de la Société nationale de Croix-Rouge se retrouvent aujourd'hui pour faire la rétrospective des activités du mouvement. Il s'agit aussi pour toutes ces personnes réunies de décider de l'équipe qui représentera la destinée de la Croix-Rouge RDC pour les 6 ans à venir. Un moment très important pour l'avenir de plus vulnérables, un moment durant lequel les participants devront adopter de nouveaux textes pour une Croix-Rouge forte. Le bilan, nous avons été à la hauteur de ce que nous devrions faire et beaucoup d'activités ont été réalisées, sûrement que par moment, il n'y a pas eu que de points positifs. Il y a eu aussi des points négatifs par rapport à l'implication de tous les membres, par exemple, du comité. Et même lors des discussions, la même philosophie, on ne la partageait pas tellement. Et ce qui a fait que certains aspects que nous aurions voulu mettre l'accent ont été mis en veilleuse. Et voilà, donc du moins nous espérons que nous avons quand même contribué tant soit peu, tant au siège qu'à travers les 11 provinces. C'est un exercice laborieux auquel il se livre. Des discussions sérieuses et constructives doit découler une structure capable d'être à la hauteur de sa tâche. L'actualité nationale, c'est aussi à découvrir dans la presse parue ce jeudi. La revue de presse porte la griffe de Rosa Wazi. De pourparlers des Kampala, en passant par le Conseil de sécurité et les retours d'Étienne Tshisekedi, les journaux rapportent. La prospérité note qu'un accord final est attendu le 15 mars prochain entre le gouvernement de la RDC et le M23 à l'issue de pourparlers de Kampala. L'observateur indique pour sa part que cet accord tant attendu permettra de mettre fin aux pourparlers des Kampala qui ont commencé le 9 décembre dernier. Ce texte sera bientôt proposé aux facilitateurs ougandais car l'évolution de cette rencontre sur terrain ne semble pas donner de l'assurance. Le palmarès qui semble posséder des informations sur cet accord entre le gouvernement et les M23 va plus loin pour dire que le gouvernement congolais va signer cet accord avec le M23 El Makenga. Restons toujours avec le palmarès qui nous apprend que Ban Ki-moon accélère la mise en place de la brigade d'intervention. Après avoir expliqué les contours, le fond et voire même l'opérationnalisation de la brigade d'intervention, poursuit les confrères, Ban Ki-moon a déblayé le chemin. Déjà, il s'apprête aussi à nommer le représentant spécial pour le suivi de l'accord cadre. Toujours à propos de ces sujets, l'avenir voit Kigali en train de défier Ban Ki-moon et les confrères parlent du cache-cache au Conseil de sécurité en ce qui concerne le déploiement de la brigade d'intervention. Le journal veut savoir comment l'ONU qui accuse Kigali de soutenir le M23 que la brigade est censée précisément combattre peut-elle lui céder la présidence et actionner au même moment la machine du déploiement de la brigade d'intervention.
Loin de là, les phares annoncent que Tshisekedi promet d'éventrer le BOA ce dimanche 10 mars à la place du cinquantenaire. Pour le confrère, le président de l'UDPS fera un meeting populaire. Et c'est pendant ces meetings qu'il va dénoncer les différentes alliances signées en vue de la balkanisation du Congo. Terminons avec le potentiel qui titre Mbadou revient, le Bas-Congo scelle son mariage avec Kabila. Le confrère fait allusion à l'élection de Jacques Mbadou comme gouverneur à la tête de cette province du Bas-Congo, estime que cette victoire de Mbadou est une grande réconciliation pour une province qui a désormais son regard résolument tourné vers les progrès, surtout quand on sait que la population du Bas-Congo, au travers son nouveau gouverneur, a renoué avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Et c'est tout pour ce soir. Merci Rose. Avant de nous séparer, je vais vous lire ce communiqué de la DGI. La Direction Générale des Impôts informe les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper et à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IR, qu'étant donné que l'échéance légale de paiement de l'impôt afférent au mois de février 2013 tombe un dimanche, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations au plus tard le lundi 11 mars 2013. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi fait à Kinshasa le 6 mars 2013, Dieudonné Lokadi Moga. Mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h pour la grande édition. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Résultat de la présélection pour le recrutement du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa et organisation de la première série de tests. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, a annoncé publiquement le 3 mars dernier les résultats de la présélection des dossiers des candidatures pour le recrutement du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, soit 8052 candidats présélectionnés sur 26 681 dossiers réceptionnés au départ. Chaque postulant est prié de consulter dès ce jeudi 7 mars le site web suivant pour savoir si sa candidature a été retenue: www.cadisec.org, www.moncole.cd, www.minisanterdc.cd. Chaque candidat retenu veillera scrupuleusement à noter son numéro d'ordre sur la liste qui servira à indiquer les lieux et la salle où il sera reçu pour les tests. La première série de tests sera organisée en 2 vacations, une première l'avant-midi et une seconde l'après-midi dans les salles de l'Université protestante du Congo, UPC, dimanche 17 mars 2013.
Pour la première vacation, les candidats portant les numéros d'ordre allant de 1 à 4026 devront arriver à l'UPC tôt le matin à 6h30 au plus tard pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Pour la deuxième vacation, les candidats portant les numéros d'ordre allant de 4027 à 8052 devront arriver à l'UPC en début d'après-midi à 13h au plus tard pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Chaque candidat devra se munir d'une pièce d'identité valide, d'un stylo et de son numéro d'ordre sur la liste des candidats retenus. Pour la coordination du consultant, cabinet Excellence CH Monkole Kadisek, le coordonnateur Jean Lando Lurakumbira. Résultat de la présélection pour le recrutement du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa et organisation de la première série de tests. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, a annoncé publiquement le 3 mars dernier les résultats de la présélection des dossiers des candidatures pour le recrutement du personnel de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa, soit 8052 candidats présélectionnés sur 26 681 dossiers réceptionnés au départ. Chaque postulant est prié de consulter dès ce jeudi 7 mars le site web suivant pour savoir si sa candidature a été retenue: www.kadisek.org, www.monkole.cd, www.minisanterdc.cd. Chaque candidat retenu veillera scrupuleusement à noter son numéro d'ordre sur la liste qui servira à indiquer les lieux et la salle où il sera reçu pour les tests. La première série de tests sera organisée en 2 vacations, une première l'avant-midi et une seconde l'après-midi dans les salles de l'Université protestante du Congo UPC dimanche 17 mars 2013. Pour la première vacation, les candidats portant les numéros d'ordre allant de 1 à 4026 devront arriver à l'UPC tôt le matin à 6h30 au plus tard pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Pour la deuxième vacation, les candidats portant les numéros d'ordre allant de 4027 à 8052 devront arriver à l'UPC en début d'après-midi à 13h au plus tard pour les contrôles d'usage avant la passation des tests. Chaque candidat devra se munir d'une pièce d'identité valide, d'un stylo et de son numéro d'ordre sur la liste des candidats retenus. Pour la coordination du consultant, cabinet Excellence CH Monkole Kadisek, le coordonnateur Jean Lando Lurakumbira.